Si ce camion démarre, j'avale mes clés, s'écria l'ingénieur se moquant de la mécanicienne parce qu'elle était une femme. Mais lorsqu'elle ouvrit sa caisse à outils et s'approcha en silence du Scania, tous s'arrêtèrent pour regarder. Personne n'imaginait ce qui était sur le point de se produire dans cette cour. Abonnez-vous à la chaîne, mon ami. Et musique, dites-moi en commentaire de quelle région de France vous suivez cette histoire. J'aimerais beaucoup savoir, mes chers amis. Laissez-moi vous raconter une histoire qui, musique, m'a profondément ému lorsque j'en ai pris connaissance. Il s'agit d'Anna Leclerc, une jeune femme de seulement 24 ans, originaire de Nantes, en Loire-Atlantique, qui portait sur ses épaules une douleur que peu auraient pu supporter avec autant de dignité. Vous connaissez ces matins d'hiver de la côte atlantique, lorsque le brouillard est si dense qu'on ne voit même pas sa propre main. C'est par un matin comme celui-là, il y a 15 ans, que la vie d'Anna a changé à jamais. Elle n'avait que 9 ans lorsque ses parents ont embarqué sur un ferryboat sur la côte pour visiter Belle-Île-en-Mer. Ce devait être une excursion de week-end, un simple voyage. Mais la mer, mes amis, la mer ne pardonne pas les erreurs de navigation. Le ferry a coulé, emportant 32 personnes, musique dont le père et la mère de la petite Anna. La petite fille fut confiée à son oncle Georges, le frère aîné de sa mère. Musique. Georges ne s'était jamais marié, n'avait jamais eu d'enfant. Mais quand il vit cette enfant orpheline, perdue et effrayée, il n'hésita pas un seul instant. Il était propriétaire de l'entreprise de transport Duval Logistique à La Rochelle, une entreprise qu'il avait lui-même construite de ses propres mains, en commençant il y a longtemps avec un seul camion Ford Transit de 1985, qu'il avait acheté d'occasion et réparé entièrement seul. Georges était un homme de peu de mots, mais d'un grand cœur. Il vit en Anna la fille qu'il n'avait jamais eue. Et Anna trouva en lui le père que la mère lui avait pris. Et vous savez où ce lien s'est renforcé? Dans l'atelier. Dans cet atelier qui sentait la graisse, le gazole et le caoutchouc brûlés. Dès l'âge de 10 ans, Anna passait ses après-midi après l'école là-bas, observant son oncle travailler, d'abord juste en regardant, puis en lui tendant des outils, jusqu'à ce qu'à 13 ans, elle ait déjà la tête plongée dans le moteur d'un Scania. Musique apprenant chaque vis, chaque système, chaque secret que ces machines gardaient. L'oncle Georges enseignait avec une patience infinie. Il disait toujours « Anna, un moteur, c'est comme une personne, ma chère. Il faut écouter ce qu'il essaie de te dire. Chaque bruit raconte une histoire. Chaque vibration est un appel à l'aide. » Et Anna écoutait. Mon Dieu, comme cette fille écoutait! Elle développa un talent qui laissait même les mécaniciens ayant 30 ans d'expérience bouche bée. Elle parvenait à diagnostiquer des problèmes musiques complexes dans les systèmes d'injection électronique Common Rail, une technologie ultramoderne que très peu de professionnels maîtrisent parfaitement. C'était comme si elle et les moteurs conversaient dans une langue que seuls eux deux comprenaient. Mais croyez-vous que cela suffisait pour gagner le respect dans le monde des camionneurs, dans cet univers dominé par des hommes qui pensent qu'une femme n'est pas capable de comprendre la mécanique lourde? Anna affrontait des blagues, des regards de mépris, des commentaires malveillants chaque fois qu'elle apparaissait dans une entreprise de transport. Les hommes refusaient simplement d'accepter qu'une jeune femme puisse donner des ordres techniques, puisse en savoir plus qu'eux. C'était une lutte constante, silencieuse, qui blessait à l'intérieur, mais qu'Anna affrontait la tête haute, honorant l'enseignement de son oncle. La dignité avant tout. Musique. Et puis vint ce jour de mai, il y a 3 mois, une crise cardiaque foudroyante emporta Georges, sans préavis, sans adieu, sans temps pour les dernières paroles. Anna était dans l'atelier de la maison quand elle reçut l'appel de l'hôpital. Elle arriva en courant, mais il était trop tard. L'homme qui l'avait élevée, musique qui lui avait tout appris, ou qui avait été son refuge après la tempête qui avait emporté ses parents, était parti en quelques minutes. Anna était de nouveau seule, orpheline pour la 2e fois de sa vie. Les mois suivants furent troubles pour elle. Anna continua à travailler sur de petits services en freelance, réparant des voitures et des camionnettes de connaissances, mais son cœur était vide.
L'atelier de la maison, autrefois plein de vie et d'enseignement, résonnait maintenant du silence et de la nostalgie. Jusqu'à ce que, un mardi d'août, le téléphone sonne. C'était Monsieur Thierry, un homme de 63 ans, qui avait été chef mécanicien de l'entreprise de transport de l'oncle Georges pendant plus de 25 ans. Sa voix était tendue, inquiète. « Anna, ma chère, musique, désolé de vous déranger. Je sais que vous êtes encore en deuil, mais j'ai besoin de votre aide. Il s'agit d'un Scania R500, le camion le plus récent de la flotte. Il est à l'arrêt depuis 2 mois et personne n'arrive à trouver le problème. Nous avons déjà dépensé 47 000 € en diagnostic. Nous avons fait venir des gens de Bordeaux, de Paris, mais rien. Le préjudice atteint près de 180 000 € avec les frais immobilisés. Votre oncle disait toujours que vous aviez un don spécial. S'il vous plaît, pourriez-vous y jeter un œil ?» Anna sentit son cœur se serrer. Retourner à l'entreprise de transport de son oncle signifiait revivre des souvenirs, affronter la douleur de son absence dans chaque recoin de cet endroit. Mais Monsieur Thierry était désespéré, et elle devait cela à la mémoire de Georges. « Demain matin, j'arrive, Monsieur Thierry, comptez sur moi. » Elle passa la nuit à préparer sa caisse à outils, les mêmes outils que son oncle lui avait offerts pour son 18e anniversaire. Le lendemain matin, Anna prit sa Renault Kangoo 2018 rouge et parcourut les 60 kilomètres qui séparent Nantes de La Rochelle. Il était 7h40 du matin lorsqu'elle entra dans la cour de l'entreprise Duval Logistique. L'endroit était exactement comme elle s'en souvenait. 15 camions stationnés, l'atelier à gauche, le réfectoire à droite, le bureau administratif au fond. Mais quelque chose était différent. Il y avait une BMW X5 noire, stationnée à la place qui était habituellement celle de l'oncle Georges. Anna descendit de la camionnette, vêtue de sa combinaison bleue maculée de graisse, celle-là même qu'elle portait depuis ses 17 ans, déjà délavée et rapiécée à certains endroits, mais qui était presque une seconde peau pour elle. Elle portait sa lourde caisse à outils et marchait vers l'atelier, lorsqu'une voix masculine, forte et autoritaire, coupa l'air. « Pardon, où croyez-vous aller ?» Anna se retourna et vit un homme grand. Il devait avoir une 40aine d'années, vêtu d'un costume gris impeccable, qui coûtait clairement plus que ce qu'elle gagnait en 3 mois. Il avait les tempes grisonnantes, des lunettes de vue à monture coûteuse et une expression sur le visage qui montrait clairement qu'il était habitué à donner des ordres et à être obéi. Il la regarda de haut en bas avec un mélange de mépris et d'impatience. « Bonjour », répondit Anna poliment. « Je suis venu voir le Scania qui a un problème. Monsieur Thierry m'a appelé. » L'homme laissa échapper un rire court, sans humour. « Thierry a appelé une aide ? Écoutez, mademoiselle, je ne sais pas quelle confusion il y a eu, mais je n'ai pas besoin d'aide aujourd'hui. La secrétaire est au bureau, si vous voulez postuler pour un poste. » Anna sentit la peau de sa nuque chauffer. C'était toujours pareil, toujours la même chose. Elle respira profondément, gardant son calme. « Je ne suis ni aide ni secrétaire. Je suis mécanicienne spécialisée en système d'injection électronique. Je suis Anna Leclerc, la nièce de Georges. Et j'ai été appelée spécifiquement pour résoudre le problème du R500. » L'expression de l'homme changea. Non, pas pour le mieux. Il croisa les bras, gonfla la poitrine, musique, et fit 2 pas dans sa direction, dans une tentative claire d'intimidation. « Vous êtes mécanicienne ?» dit-il d'un ton qui montrait qu'il n'en croyait pas un mot. « Mademoiselle, je suis Isaac Dubois, ingénieur mécanicien diplômé de l'École centrale de Nantes avec un MBA en gestion de flotte. Je suis le nouveau directeur technique de cette entreprise. Nous avons déjà eu 4 ingénieurs spécialisés qui ont analysé ce camion. J'ai moi-même révisé chaque composant du système. Pensez-vous sérieusement que j'ai besoin d'une jeune fille qui joue à la mécanicienne pour résoudre quelque chose que des hommes diplômés n'ont pas réussi ?» Chaque mot sortait de sa bouche comme une gifle pour Anna, mais elle tint bon. « Avec tout le respect que je vous dois, ingénieur Dubois, si 4 spécialistes et vous-même n'avez pas réussi, peut-être cherchez-vous au mauvais endroit. Puis-je au moins y jeter un œil ?
C'est à ce moment que M. Thierry apparut en courant de l'atelier, s'essuyant les mains sur un chiffon sale de graisse. « Anna, que vous êtes bien arrivée. Isaac, c'est la nièce de Georges. La jeune fille dont je vous parlais, elle est... » « Je sais qui elle est, Thierry, » l'interrompit Isaac, la main levée. « Et j'ai déjà clairement dit que nous n'avons pas besoin de l'aide d'amateurs. » Le mot « amateur » sortit de sa bouche chargé de venin. La discussion commençait à attirer l'attention. Quelques camionneurs qui prenaient leur petit déjeuner au réfectoire commencèrent à s'approcher, curieux de voir ce qui se passait. Anna reconnut quelques visages. Des hommes qui connaissaient son oncle, qui travaillaient là depuis des années, mais aucun d'eux ne bougea pour la défendre. Ils se contentaient d'observer en silence, certains avec des expressions mal à l'aise, d'autres esquissant déjà des sourires de ceux qui sentaient que quelque chose d'intéressant était sur le point de se produire. Isaac perçut la petite audience se former et, mes chers amis, ce fut comme si une lumière s'allumait dans ses yeux. Pas une bonne lumière, non. C'était cet éclat dangereux de celui qui voit une opportunité d'affirmer son pouvoir, de faire un spectacle aux dépens de quelqu'un d'autre. Il se tourna vers les hommes qui s'approchaient et éleva la voix pour que tous puissent l'entendre. « Messieurs, venez voir ça, venez tous !» Isaac cria presque, montant sur la carrosserie d'un camion Mercedes-Benz Actros, stationné à proximité. De là, il avait une vue sur toute la cour et pouvait être vu par tous. Plus d'hommes commencèrent à sortir du réfectoire, de l'atelier, du dépôt. En quelques minutes, il y avait environ 15 camionneurs formant un demi-cercle autour d'Anna et du camion sur lequel Isaac se tenait comme sur une scène. « Faites attention à ce qui va se passer ici », continua Isaac en pointant Anna d'un geste théâtral. « Cette jeune femme ici, cette musique mécanicienne, pense qu'elle peut réparer le R500 qui nous donne des maux de tête depuis 2 mois. Elle pense en savoir plus que l'atelier agréé Scania de Bordeaux qui a facturé 23 000 € et n'a rien résolu. Elle pense en savoir plus que Diagnostic Moteur Plus, spécialisé en injection électronique, qui a facturé 16 000 € et a également échoué. Elle pense en savoir plus que moi, ingénieur diplômé avec 15 ans d'expérience. » Certains hommes commencèrent à rire. C'était ce rire masculin moqueur, vous savez, ce rire qui blesse parce qu'il est chargé d'années et d'années de préjugés enracinés. Un camionneur corpulent, avec une casquette d'une entreprise pétrolière, cria du fond. « Laissez la petite essayer, ce sera drôle de la voir se casser un ongle. » D'autres rirent plus fort. Un autre, plus jeune, d'environ 30 ans, ajouta « Je parie qu'elle ne sait même pas où se trouve le moteur. Elle doit penser qu'il est sous le siège. » Plus de rire. Anna sentait chaque mot comme une pierre lancée sur elle. Son visage brûlait de colère et d'humiliation, mais quelque chose de plus fort pulsait en elle. La voix de son oncle Georges dans sa mémoire. « Anna, quand on te manquera de respect, ne baisse pas la tête. Regarde-les dans les yeux et montre-leur que tu vaux plus qu'ils ne l'imaginent. Laisse ton travail parler pour toi. » Elle serra la poignée de sa caisse à outils si fort que ses doigts blanchirent, mais elle garda sa posture droite, le menton haut. Isaac descendit du camion avec des mouvements lents, presque cinématographiques, savourant chaque seconde de ce moment de pouvoir. Il marcha vers Anna à pas mesurés, s'arrêtant à moins d'1 mètre d'elle, envahissant délibérément son espace personnel. Il était beaucoup plus grand. Anna mesurait 1,63 mètres. Il devait faire environ 1,85 cm. Il la regardait de haut, littéralement, et le symbolisme de cela ne passa inaperçu pour personne. « Vous savez quoi ?» dit Isaac d'un ton plus bas, mais que tous pouvaient encore entendre. « Je vais vous donner une chance, une seule chance de prouver votre talent. » Il cracha pratiquement le dernier mot. « Si vous parvenez à faire démarrer ce Scania, si vous résolvez réellement un problème qui a vaincu 4 équipes de spécialistes, je... » Il marqua une pause dramatique, sortit de sa poche un trousseau de clés avec le symbole Range Rover et le balança devant le visage d'Anna, et j'avale ces clés devant tout le monde ici. Les hommes éclatèrent de rire et de sifflements. C'était absurde, c'était cruel, mais pour eux, c'était un divertissement.
Isaac continua parlant plus fort de nouveau. « Mais quand vous échouerez, et vous échouerez, car ce problème est trop complexe pour une amatrice, je veux que vous fassiez quelque chose, musique pour moi. Je veux que vous partiez d'ici, et que vous ne reveniez plus jamais en prétendant être ce que vous n'êtes pas. Je veux que vous admettiez, devant tous ces hommes, qu'il y a des choses qui sont le travail des hommes, et que la place d'une femme n'est pas sous un camion sale et graisseux. » Le silence qui suivit fut lourd. Même ceux qui riaient s'arrêtèrent un instant, comme s'ils réalisaient soudain que cela était allé trop loin. Monsieur Thierry fit un pas en avant, le visage rouge de colère. « Isaac, et pour l'amour de Dieu, ce n'est pas une façon de traiter qui que ce soit. La jeune fille est venue pour aider. »« Taisez-vous, Thierry, » coupa Isaac, sans même regarder le mécanicien plus âgé. « Ceci est entre moi et la mécanicienne. » Il fit des guillemets en l'air avec ses doigts en prononçant le mot « mécanicienne » comme une blague. Anna sentit quelque chose changer en elle. C'était comme si une porte s'ouvrait, vous savez, une porte qui était restée verrouillée depuis qu'elle était enfant, depuis qu'elle avait vu les hommes à l'enterrement de ses parents la regarder avec pitié, depuis qu'elle avait entendu pour la première fois qu'une fille ne comprenait rien au moteur, depuis toutes les fois où elle avait été ignorée, méprisée, diminuée. Elle regarda directement dans les yeux d'Isaac. Et voyez, mes chers, il y avait du feu dans ce regard. Ce n'était pas de la colère incontrôlée, non, c'était une détermination pure, cristalline. « J'accepte votre pari, » dit Anna, et sa voix sortit ferme et claire. « Mais quand je réparerai ce camion, et je le réparerai, vous ferez aussi quelque chose pour moi. Musique. Vous me présenterez des excuses publiques à moi et à toutes les femmes que vous avez un jour méprisées dans votre vie. Vous reconnaîtrez que vous avez mal jugé, que votre diplôme ne vous rend pas meilleur que quiconque, et que vous ne savez pas autant musique que vous le pensez. » Isaac cligna des yeux, surpris un instant par la réponse. Puis il jeta la tête en arrière et éclata d'un rire fort, musique exagérée. « Vous avez entendu ça ?» cria-t-il aux hommes. « La petite a du courage. Préparez vos téléphones, les gars. Ça va devenir viral. Nous allons filmer le moment où elle abandonne en pleurant. » Plusieurs camionneurs avaient déjà leur téléphone en main. Certains filmaient déjà. Anna n'attendit plus un mot. Elle se dirigea simplement vers l'atelier, traversant le demi-cercle d'hommes qui s'ouvrit pour la laisser passer. Chacun de ses pas était ferme, décidé. La caisse à outils pesait environ 20 kilos, mais elle la portait comme si elle ne pesait rien. Monsieur Thierry courut derrière elle, murmurant « Anna, ma chère, vous êtes sûre? Cet homme est... il est cruel. Si ça ne marche pas, il va. »« Ça va marcher, monsieur Thierry, » répondit Anna doucement. « Faites-moi confiance. » Le Scania R500 était au fond de l'atelier, recouvert d'une bâche grise. C'était un magnifique camion, rouge métallisé, cabine haute, tout neuf, seulement 18 000 km au compteur avant de tomber en panne. Il valait facilement 900 000 €. Anna retira la bâche avec soin, révélant le géant endormi. Elle sentit une pointe au cœur. Elle se rappela l'arrivée de ce camion neuf à l'entreprise de transport, 5 mois avant le décès de son oncle. Georges était si fier, il lui avait montré chaque détail. « Respire, Anna » se murmura-t-elle. « Ton oncle te regarde de là-haut. Montre-lui que tu as bien appris. » Isaac entra dans l'atelier, suivi par la petite musique foule de camionneurs. Il croisa les bras et s'appuya sur un établi, musique, avec ce petit sourire arrogant sur le visage. « Vous pouvez commencer quand vous voulez, mécanicienne. Je chronomètre. Ah, et juste pour que vous sachiez, nous avons déjà démonté le système d'injection 3 musique fois. Nous avons déjà changé tous les injecteurs, 4 800 € chacun. Nous avons déjà remplacé la pompe haute pression, 21 000 €. Nous avons déjà réinitialisé l'unité centrale électronique, 7 fois. Mais s'il vous plaît, éclairez-nous de votre sagesse. » Anna ne répondit même pas. Elle ouvrit le capot du Scania et resta là, immobile un instant, juste à regarder. Le moteur de 13 litres de 500 chevaux était impeccable, propre, sans fuite visible, tout en place, mais elle ne cherchait pas l'évidence.
Elle ferma les yeux et respira profondément, sentant l'odeur du gazole, du caoutchouc, du métal. Puis elle demanda « Monsieur Thierry, veuillez démarrer, s'il vous plaît. » Thierry monta dans la cabine et tourna la clé. Le démarreur commença à tourner. Ce bruit caractéristique d'un moteur, essayant de démarrer mais n'y parvenant pas. Il tournait, mais ne s'allumait pas. Anna garda les yeux fermés, écoutant avec une attention totale. Il y avait un son subtil, presque imperceptible sous le bruit du démarreur. C'était un rythme irrégulier dans la pompe haute pression. Pas un défaut mécanique grossier, non. C'était quelque chose de plus fin, de plus discret. « Vous pouvez éteindre », demanda-t-elle après environ 30 secondes. Anna ouvrit les yeux et se dirigea vers sa caisse à outils. Elle prit un stéthoscope mécanique, cet instrument avec une pointe métallique et des écouteurs que les mécaniciens utilisent pour écouter les bruits internes des moteurs. Isaac laissa échapper un rire moqueur. « Ah oui, parce que personne n'a pensé à écouter le moteur avant, n'est-ce pas ?»« Génial !» Anna l'ignora complètement. Elle mit les écouteurs et commença à positionner la pointe du stéthoscope à différents endroits du musique moteur, pendant que Thierry donnait de courtes impulsions de démarrage. Elle écouta la pompe à carburant, elle écouta les injecteurs, elle écouta le turbo. Et puis, quand elle posa la pointe sur le rail d'injection Common Rail, ce gros tube qui distribue le carburant sous très haute pression aux injecteurs, elle entendit quelque chose qui ne devait pas être là. Une fluctuation de pression minime, mais présente. « Monsieur Thierry, connectez l'ordinateur de diagnostic au camion, s'il vous plaît, » demanda Anna. Le vieux mécanicien prit le scanner professionnel, un équipement qui coûtait environ 25 000 €, et le connecta au port OBD du Scania. L'écran s'alluma, affichant des codes et des graphiques. Anna commença à naviguer dans les menus, cherchant les données en temps réel des capteurs de pression du rail. « Nous avons déjà vérifié ça 1000 fois, » interrompit Isaac impatient. « Il n'y a pas de code d'erreur. La pression est dans les paramètres. »« Elle est dans les paramètres parce que le capteur ment, » murmura Anna plus pour elle-même que pour lui. Elle continua d'analyser, demandant à Thierry de donner de courtes impulsions de démarrage, tout en observant les chiffres sur l'écran. Et là, le capteur de pression du rail indiquait 1850 bars pendant la tentative de démarrage, ce qui était la valeur correcte, mais il y avait des micro-oscillations, des variations de 0,2 à 0,4 bars qui ne devaient pas exister. C'était si subtil que tout diagnostic automatisé le considérerait comme normal, mais ce ne l'était pas. Anna s'accroupit et commença à travailler. Elle demanda des outils spécifiques, une clé Torx, musique, T40, un jeu de douilles à 6 pans, un multimètre numérique. Ses mains se mouvaient avec une précision chirurgicale, desserrant les colliers, débranchant les capteurs, accédant aux capteurs de pression du rail commun. Ce furent 45 minutes de travail concentré, silencieux. Le seul son dans l'atelier était le tintement des outils et la respiration d'Anna. Isaac ne parvenait pas à rester immobile. « Vous perdez votre temps et le nôtre. Ce capteur a été testé par l'atelier agréé. Nous l'avons même envoyé en laboratoire pour analyse. Il fonctionne parfaitement. » Il regarda sa montre, une Rolex qui coûtait probablement 50 000 €, avec une impatience exagérée. Finalement, Anna retira le capteur de pression. C'était une petite pièce, pas plus grande qu'un briquet, mais extrêmement sophistiquée. Elle connecta le multimètre et commença à effectuer des mesures de résistance électrique à différents points du capteur, tout en simulant des pressions manuellement. Et puis elle vit le problème. La résistance interne était de 0,3 ohms en dehors des spécifications. C'était une variation microscopique, mais suffisante pour que le capteur envoie des lectures erronées à l'unité centrale électronique. Lorsque l'unité centrale recevait ces données incohérentes, elle passait en mode de sécurité et coupait complètement l'injection de carburant, empêchant le moteur de fonctionner. « J'ai trouvé, » dit Anna, et pour la première fois depuis son arrivée, elle sourit. C'était un petit sourire, mais de satisfaction sincère. « Trouvé quoi ?» rétorqua Isaac sceptique. « Ce capteur est parfait. » Anna se leva, tint le capteur dans sa main
et expliqua avec un calme qui contrastait avec l'arrogance d'Isaac. Ce capteur est décalibré de 0,3 bar. C'est une variation si petite que les diagnostics conventionnels ne la détectent pas car elle se situe dans la marge de tolérance de base. Mais pour un système Common Rail de 3e génération comme celui-ci, qui fonctionne avec des pressions allant jusqu'à 2500 bars, cette variation microscopique est suffisante pour générer des lectures incohérentes. L'unité centrale l'interprète comme une défaillance potentielle du système et coupe l'injection par sécurité pour éviter d'endommager le moteur. L'atelier devint silencieux. Même les camionneurs qui ne comprenaient pas la moitié des termes techniques réalisèrent qu'Anna savait exactement de quoi elle parlait. Isaac ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Pour la première fois, il était sans voix. Anna continua, tenant le petit capteur dans la paume de sa main et le montrant à tous, comme si c'était une leçon technique. Ce type de problème est rarissime. Je le connais seulement parce que mon oncle a traduit un bulletin technique de Scania Europe, spécifique au marché allemand, qui documentait exactement cette panne. Cela s'est produit avec 3 camions à Hambourg il y a 2 ans. Le capteur fonctionne parfaitement lors des tests conventionnels, car le décalage d'étalonnage se situe dans la marge d'erreur des équipements de diagnostic standard. Mais, en fonctionnement réel du moteur, cette différence minime provoque un conflit de données que l'unité centrale ne peut pas traiter correctement. Monsieur Thierry s'approcha, ajustant ses lunettes pour mieux voir. Mais, Anna, si le capteur est décalibré, ne faut-il pas le changer? Et Scania n'a pas envoyé de nouveaux capteurs. Ils en ont envoyé, oui, répondit Anna. Mais le problème est que ce lot spécifique de capteurs est venu avec une calibration d'usine légèrement hors norme. Probablement que tous les capteurs de remplacement qu'ils ont testés avaient le même décalage. Changer pour un autre du même lot ne résoudrait rien. Elle se dirigea vers sa caisse à outils et prit un vieux carnet abîmé, à la couverture de cuir usé. C'était le carnet de son oncle Georges, rempli de notes techniques manuscrites sur des décennies. Elle feuilleta jusqu'à trouver la page qu'elle cherchait. Elle était marquée d'une trombone rouillée. « Ici, regardez » montra-t-elle à Thierry, mais elle parla assez fort pour que tous entendent. Mon oncle a noté la procédure de recalibration manuelle. Ce n'est pas dans un manuel officiel français parce que Scania considère que le capteur doit toujours être remplacé. Mais il existe une façon de recalibrer en utilisant une procédure que les mécaniciens européens expérimentés connaissent. Isaac retrouva finalement sa voix, mais elle était tremblante, sans la confiance d'avant. C'est impossible. Les capteurs électroniques modernes ne peuvent pas être recalibrés manuellement. Vous inventez ça. Anna se tourna vers lui. Musique. Et mes amis. Son regard était d'une patience presque maternelle, comme si elle avait affaire à un enfant têtu. Ingénieur du bois, avec tout le respect que je vous dois. Vous avez étudié la théorie dans des livres et des salles de classe climatisées. Mon oncle a passé 40 ans, les mains dans la graisse, discutant avec des mécaniciens du monde entier, traduisant des manuels techniques qui n'arrivent jamais ici en France. Il existe un savoir qui n'est pas dans les universités, qui n'est pas dans les cours de MBA. Il existe une sagesse qui ne s'apprend que sur le sol de l'atelier avec ceux qui l'ont vécu sur le terrain. Le silence qui suivit fut absolu. Certains camionneurs échangèrent des regards mal à l'aise. Ils commençaient à comprendre qu'ils avaient très mal jugé, très vite. L'un d'eux, un homme aux cheveux blancs appelé Pascal, fit un pas en avant et dit doucement « Pardon, Anna, nous avons été très idiots. » D'autres acquiescèrent de la tête, honteux. Anna se contenta d'acquiescer, acceptant le pardon silencieux, mais son attention était sur son travail. Elle retourna au moteur et commença la procédure de recalibration. C'était un processus délicat qui impliquait l'utilisation d'une résistance de précision spécifique, la connexion du multimètre à des points exacts du capteur et la réalisation de micro-ajustements tout en simulant des lectures de pression. Ce sont des mouvements millimétriques qui exigeaient des mains fermes
et une connaissance approfondie de l'électronique du composant. Pendant qu'elle travaillait, Anna expliquait chaque étape, non pas pour se montrer, mais parce que c'était ainsi que l'oncle Georges le lui avait appris. Partage le savoir, Anna. Le savoir gardé ne sert à rien. Le savoir partagé transforme des vies. Sa voix était douce, mais assurée, tandis qu'elle décrivait « J'ajuste la résistance interne de l'élément piézoélectrique du capteur pour compenser le décalage d'étalonnage. Je dois atteindre exactement 247. 8 ohms pour que les lectures restent dans la tolérance réelle que l'unité centrale électronique attend, pas la tolérance de base que les manuels indiquent. » Isaac était pâle, observant chaque mouvement, avec une expression qui mêlait incrédulité et quelque chose qu'il ne voulait pas admettre, un respect forcé, presque douloureux. Il était absolument certain que cela ne fonctionnerait pas, que c'était une perte de temps. Mais une petite partie de lui, au fond, commençait à douter de ses propres certitudes, et ce doute l'atterrissait. Après 20 minutes d'ajustement méticuleux, Anna testa le capteur avec le multimètre, une fois de plus. « Prêt !» annonça-t-elle en essuyant la sueur de son front avec son bras. « Maintenant, la lecture est correctement calibrée. Je vais réinstaller le capteur et tester. » Elle remit la pièce en place, reconnecta tous les tuyaux et câbles électriques, serra les colliers avec les couples corrects. Même cela, elle le faisait avec précision, utilisant une clé dynamométrique pour s'assurer que rien ne soit ni trop serré, ni trop lâche. Le cœur d'Anna battait vite maintenant. Elle avait confiance dans le diagnostic, une confiance dans la procédure, mais il y avait toujours cette marge de doute, ce nœud à l'estomac. Et si ça ne fonctionnait pas? Et si elle s'était trompée? Toutes ces personnes qui regardaient, attendaient, jugeaient? Non, elle ne pouvait pas penser ainsi. Elle devait faire confiance à ce qu'elle savait, faire confiance aux enseignements de son oncle. « Monsieur Thierry » appela Anna, et sa voix était un peu tremblante cette fois. « Vous pouvez essayer de démarrer. » Le vieux mécanicien monta dans la cabine du Scania, s'installa sur le siège du conducteur et regarda Anna à travers le pare-brise. Elle acquiesça de la tête. Thierry inséra la clé dans le contact, la tourna en position de préchauffage et attendit les 3 secondes nécessaires. Le tableau de bord s'alluma avec tous les voyants de contrôle. Puis il tourna complètement la clé pour démarrer. Le démarreur commença à tourner 1 fois, 2 fois, 3. Et puis ça arriva. Le moteur du Scania rugit à la vie avec un bruit puissant, profond, parfait. Ce son caractéristique d'un moteur diesel, musique de 13 litres et 500 chevaux, fonctionnant en parfaite harmonie. Les murs de l'atelier vibrèrent. Une fumée claire s'échappa de l'échappement. C'était juste le gazole accumulé qui brûlait, rien d'anormal. Le moteur démarra et continua de fonctionner de manière stable, sans rater, sans oscillation. C'était le plus beau son que ces personnes avaient entendu depuis des mois. L'atelier explosa, littéralement explosa en cris, sifflements, applaudissements et célébrations. Les camionneurs sautaient, s'embrassaient, certains pleuraient même de soulagement et de joie. 47 000 € dépensés en diagnostic inutile, 2 mois de pertes, des contrats perdus, des maux de tête sans fin. Et une jeune femme de 24 ans avait résolu le problème en moins de 2 heures. Monsieur Thierry descendit de la cabine, des larmes coulant sur son visage ridé. Il se dirigea directement vers Anna et la serra fort, étroitement, comme un père embrasse sa fille. « Ton oncle est fier de toi là-haut, ma chère. Très fier. Tu es la meilleure mécanicienne que j'ai jamais vue de ma vie. Et pourtant, j'en ai vu beaucoup de bons en 40 ans de profession. » Anna lui rendit l'étreinte, se permettant enfin de se détendre, de ressentir l'émotion. Elle avait réussi. Elle avait prouvé sa valeur. Elle avait honoré la mémoire de son oncle. Mais quand elle s'écarta de Thierry et regarda autour d'elle, son regard croisa celui d'Isaac et l'expression sur son visage était quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Isaac était blanc comme un linge. Ses mains tremblaient visiblement. Il regardait le Scania, fonctionnant comme s'il voyait un fantôme, comme si la réalité venait de s'effondrer autour de lui. Cet homme qui 2 heures auparavant exhalait confiance et arrogance semblait maintenant petit, perdu, détruit.
Il ne s'agissait pas seulement d'avoir tort techniquement, il s'agissait de son arrogance, de sa cruauté gratuite, d'avoir sous-estimé et humilié quelqu'un publiquement sur la base de préjugés stupides. Anna s'essuya les mains avec un chiffon, rangea calmement ses outils, puis marcha vers Isaac. Chacun de ses pas résonnait dans l'atelier, redevenu étrangement silencieux. Tous observaient, retenant leur souffle. Elle s'arrêta devant lui, à moins d'1 mètre de distance, et tendit sa main droite ouverte devant son visage. « Les clés », dit-elle d'une voix calme, presque douce. Il n'y avait pas de triomphalisme en elle, pas de désir d'humilier en retour. Il y avait juste la juste réclamation d'une promesse faite. Isaac ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau. Aucun son n'en sortit. Il était figé, en état de choc émotionnel complet. Ses mains se dirigèrent vers la poche de son veston avec des mouvements mécaniques, presque automatiques, et en sortirent le trousseau de clés Range Rover. Il regarda les clés un long moment, musique, comme s'il traitait le poids symbolique de l'objet. Puis, lentement, il tendit la main et plaça les clés dans la paume ouverte d'Anna. « Je... » commença-t-il, mais sa voix faiblit. Il déglutit difficilement, essaya de nouveau. « J'avais complètement tort. » Les mots sortaient avec difficulté, chacun semblant arracher un morceau de son orgueil. « Vous êtes extraordinaire. Je n'ai pas de mots pour. » C'est à ce moment, mes chers amis, que quelque chose de totalement inattendu se produisit. Une BMW X5 noire. La même qu'Anna avait vue, stationnée à la place de son oncle à son arrivée, entra de nouveau dans la cour de l'entreprise de transport. La voiture se gara près de l'entrée de l'atelier et en sortit un homme d'environ 60 ans, vêtu d'un costume bleu marine, impeccable, portant une mallette en cuir marron. Il avait les cheveux gris bien coupés, des lunettes élégantes et un air de sérieux professionnel. « Anna Leclerc ?» appela l'homme, regardant autour de lui jusqu'à localiser la jeune mécanicienne au milieu de la foule. Anna se retourna, surprise, tenant toujours les clés d'Isaac dans sa main. « Oui, c'est moi », répondit-elle. L'homme s'approcha avec un sourire aimable et tendit la main. « Je suis maître André Moreau, avocat de la famille Duval. J'ai essayé de vous contacter pendant des semaines, mais votre téléphone était toujours éteint. » C'était vrai. Après la mort de son oncle, Anna s'était tellement isolée qu'elle regardait à peine son téléphone portable. « Je dois vous parler d'urgence concernant les affaires de succession de votre oncle Georges. » Il regarda autour de lui, localisant Isaac. « Je dois également parler à monsieur Isaac Dubois, musique, directeur technique de l'entreprise de transport. Ce sont des sujets qui vous concernent tous les deux. » Anna et Isaac échangèrent des regards confus. Musique. Quel sujet pouvait bien les impliquer tous les deux? Isaac avait été embauché il y a seulement 6 semaines, bien après la mort de Georges. Quel lien pouvait-il y avoir? « Pouvons-nous discuter au bureau administratif ?» demanda maître Moreau, se dirigeant déjà vers le bâtiment. « C'est privé. Eh bien, il est préférable que nous nous asseyions pour cette conversation. » Anna, Isaac et maître Moreau marchèrent en silence jusqu'au bureau administratif. L'avocat ouvrit la porte de la salle de réunion. Cette même salle où Georges avait l'habitude de tenir les réunions mensuelles avec les chauffeurs, où il planifiait les itinéraires, où il buvait du café fort et discutait de la vie. Anna sentit une oppression dans la poitrine en musique y entrant. L'odeur était la même, bois verni, vieux papier, café. Mais son oncle n'était plus assis sur sa chaise habituelle. Maître Moreau demanda à tous de s'asseoir autour de la grande table en bois sombre. Il ouvrit sa mallette en cuir et en sortit plusieurs documents organisés dans des dossiers colorés. Isaac était visiblement nerveux, tripotant ses mains, évitant de regarder Anna. Elle, de son côté, était confuse, mais curieuse, sans avoir la moindre idée de ce qui l'attendait. « Bien », commença l'avocat en ajustant ses lunettes et en ouvrant le premier dossier. « Anna, comme vous le savez, votre oncle Georges est décédé il y a 3 mois sans laisser d'épouse ni d'enfant. Vous étiez sa seule famille, la personne qu'il aimait comme sa fille. J'ai été l'avocat de Georges pendant près de 30 ans. J'ai géré toutes les affaires juridiques de l'entreprise de transport depuis le début et il m'a contacté il y a 6 mois pour apporter des modifications importantes à son testament. » Anna sentit sa gorge se serrer. « Testament ?»
Elle n'y avait jamais pensé. Son oncle n'avait que 58 ans à sa mort. Il était fort, en bonne santé. Qui imagine mourir d'une crise cardiaque à 58 ans? Maître Moreau continua, ouvrant une enveloppe scellée avec le cachet du notaire. Georges a laissé des instructions très claires. Il a divisé ses biens de manière spécifique, réfléchie, délibérée. Musique. L'avocat marqua une pause, regardant directement Anna avec une expression douce. Anna Leclerc, vous êtes l'héritière de 60% des actions de l'entreprise de transport Duval Logistique. Cela fait de vous l'associé majoritaire et la propriétaire légale de l'entreprise. Le silence qui s'abattit sur la pièce était si dense qu'il semblait solide. Anna cligna des yeux une fois, deux fois, comme si elle avait besoin de digérer les mots qu'elle venait d'entendre. « Moi quoi ?» murmura-t-elle, sa voix s'éteignant. « L'entreprise a été évaluée à 12 millions d'euros lors du dernier bilan, » expliqua Maître Moreau calmement. 60% de cela représente 7 200 000 euros d'actifs. L'entreprise de transport possède 28 camions, ce siège social de 3000 mètres par mètre, des contrats fixes avec 4 grandes entreprises et emploie 42 salariés. Et maintenant, légalement, elle est à vous. Les larmes commencèrent à couler sur le visage d'Anna avant même qu'elle ne s'en rende compte. Ce n'étaient pas des larmes de joie pour l'héritage. L'argent n'avait jamais été important pour elle. C'étaient des larmes d'émotion pure en comprenant que son oncle avait pensé à elle jusque dans les moindres détails, qu'il avait planifié son avenir, qu'il lui avait confié l'héritage d'une vie entière de travail. Maître Moreau continua. Les 40% restants sont répartis entre 6 anciens employés qui ont travaillé avec Georges pendant plus de 20 ans. Monsieur Thierry a 15%, les 5 autres employés ont 5% chacun. Georges voulait que les personnes qui ont construit cette entreprise avec lui soient récompensées et protégées. C'est alors que l'avocat se tourna vers Isaac et le ton de sa voix changea légèrement. Il devint plus formel, plus distant. « Monsieur Dubois, vous avez été embauché en tant que directeur technique il y a 6 semaines par l'ancienne direction administrative. Correct ? » Isaac acquiesça de la tête, mais il était pâle, percevant clairement où cela allait le mener. « Oui, j'ai été embauché par Philippe, qui gérait temporairement après le décès de Monsieur Georges. » Sa voix était faible. « Je comprends, » dit Maître Moreau en feuilletant quelques papiers. « Vous gagnez 22 000 euros par mois, plus les avantages. Vous avez été embauché avec une autonomie complète sur les décisions techniques et de personnel de l'atelier. » Musique. Eh bien, maintenant qu'Anna a officiellement pris ses fonctions de propriétaire majoritaire, toutes les décisions de gestion, d'embauche et de licenciement passent par elle. Vous lui rendez directement des comptes, et non l'inverse. L'impact de ces mots sur Isaac fut dévastateur. Il ferma les yeux avec force et porta les mains à son visage comme s'il voulait disparaître. En moins de 3 heures, il était passé d'une position de pouvoir absolu, où il humiliait et méprisait une jeune mécanicienne, à découvrir que cette même jeune femme était sa chef, son employeuse, la propriétaire de l'entreprise. L'inversion était si complète, si brutale, qu'il était presque impossible à digérer. Anna était sous le choc aussi, mais pour des raisons différentes. Elle regardait les documents sur la table comme s'ils étaient écrits dans une autre langue. Propriétaire, associé majoritaire, 12 millions, 42 employés dépendant d'elle. C'était trop rapide. « Il y a encore une chose, » dit Maître Moreau doucement, sortant une enveloppe blanche du milieu des documents. « Georges vous a laissé une lettre personnelle, Anna. Il m'a demandé de la remettre avec le testament. » L'avocat tendit l'enveloppe et Anna la prit d'une main tremblante. L'écriture de son oncle était sur le devant de l'enveloppe. « Pour mon Anna, la fille que le destin m'a musique donnée. » Elle l'ouvrit lentement, en sortit 2 feuilles de papier épais, remplis de la calligraphie soignée qu'elle connaissait si bien, et commença à lire en silence. Mais les larmes tombaient de plus en plus vite, brouillant certains mots. Dans la lettre, Georges racontait à quel point il s'était senti perdu à la mort des parents d'Anna, à quel point il ne savait pas comment s'occuper d'une enfant, mais comment cette petite fille effrayée avait donné un nouveau sens à sa vie. Musique.
Il racontait à quel point il avait été fier chaque fois qu'elle apprenait quelque chose de nouveau à l'atelier, comment il voyait en elle une capacité extraordinaire qui allait bien au-delà de la réparation de moteurs. Il écrivait sur le machisme qu'elle affronterait, sur la façon dont le monde essaierait de la rabaisser, mais qu'elle devait rester forte, digne, car sa valeur ne dépendait de l'opinion de personne. Anna, disait un extrait de la lettre, tu as le cœur d'une véritable mécanicienne et l'âme d'une leader. Ne laisse personne te faire sentir inférieur parce que tu es une femme. J'ai prouvé ma valeur en réparant des moteurs. Tu prouveras la tienne en dirigeant des personnes et en transformant des vies. Cette entreprise est ton héritage, mais aussi ta responsabilité. Prends soin de nos chauffeurs comme de ta famille, car ils le sont, et souviens-toi toujours, le respect ne se demande pas. Il se gagne par un travail honnête et la dignité. Je t'aime comme la fille que je n'ai jamais eue. Sois heureuse, ma petite Georges. Anna plia soigneusement la lettre. Musique la remit dans l'enveloppe et resta quelques instants silencieuse, essuyant ses larmes, essayant de se reprendre. Puis elle respira profondément et regarda Isaac. L'homme était détruit, la tête basse, les épaules courbées, semblant avoir vieilli de 10 ans au cours des dernières heures. « Isaac » dit Anna, et sa voix était ferme, mais pas cruelle. « Vous musique, devez des excuses publiques. C'était convenu. Et une chose que vous devez comprendre, ce n'est pas seulement à moi que vous devez des excuses. C'est à chaque femme que vous avez sous-estimée, à chaque personne que vous avez jugée sur son apparence, à chaque employé que vous avez traité avec arrogance ces jours où vous êtes ici. » Isaac leva le visage, et il y avait aussi des larmes dans ses yeux. Musique. Des larmes de honte, de regret, d'humiliation méritée. « Vous avez raison, » dit-il, la voix rauque. « Vous avez complètement raison. J'ai été monstrueux. Je n'ai aucune justification, aucune excuse. Je vais m'excuser publiquement. Je ferai tout ce que vous demanderez et ensuite, je partirai. Je démissionnerai. Je ne mérite pas de travailler ici. Je ne mérite pas de travailler avec des gens bien après ce que j'ai fait. » Anna le regarda longuement. « Et vous savez ce qu'elle vit, mes chers? Elle vit un homme brisé, mais pas par méchanceté, brisé par une arrogance qui avait servi d'armure pour cacher une douleur profonde. Elle se rappela ce que son oncle disait toujours. « Tout le monde mène des batailles que nous ne voyons pas, Anna. Parfois, la personne la plus cruelle est juste quelqu'un qui souffre trop. » « Non, » dit finalement Anna. « Vous ne partez pas. Vous êtes un bon ingénieur, Isaac. Vous avez des connaissances techniques qui peuvent être utiles à cette entreprise. Le problème n'est pas ce que vous savez, c'est la façon dont vous traitez les gens. Vous restez, mais pas comme directeur. Vous travaillerez directement avec Monsieur Thierry. Vous apprendrez de ceux qui ont l'expérience du terrain. Vous prouverez votre valeur par le travail, pas par l'arrogance ou par le diplôme aux musiques mûres. Et si je vous vois manquer de respect à qui que ce soit ici, homme ou femme, chauffeur ou femme de ménage, alors oui, vous partirez. Compris. » Isaac la regarda avec une expression d'incrédulité mêlée d'une profonde gratitude. « Vous êtes en train de me donner une seconde chance, après tout ça ?»« Mon oncle m'a appris que tout le monde mérite une seconde chance, » répondit Anna. « Mais une seule. Ne gâchez pas la vôtre. » 18 mois plus tard, l'entreprise de transport Duval Logistique était une entreprise complètement différente. Anna avait transformé non seulement la gestion, mais aussi la culture même de l'endroit. La cour, qui auparavant ne comptait que des hommes, avait maintenant une équipe diverse. 6 femmes travaillaient à l'atelier, 3 comme mécaniciennes à part entière et 3 comme apprenties. Anna avait créé un programme de formation technique en partenariat avec un CFA, offrant des bourses d'études à des jeunes issus de milieux défavorisés, intéressés par la mécanique lourde, indépendamment de leur genre. La flotte était passée de 28 à 43 camions. L'entreprise avait décroché de nouveaux contrats avec 2 grandes chaînes de supermarchés et une usine d'électronique. Le chiffre d'affaires avait augmenté de 59%.
Et pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise de transport, ils avaient remporté le prix de la meilleure entreprise de logistique de la région, décerné par la Chambre de commerce et d'industrie régionale. Mais la transformation la plus impressionnante n'était pas dans les chiffres, elle était dans les personnes. Isaac Dubois était un homme différent. Il avait tenu sa promesse de ce jour terrible. Devant tous les employés réunis dans la cour, il avait présenté des excuses publiques, reconnaissant son arrogance et ses préjugés, admettant qu'il avait jugé Anna en fonction de son genre et non de sa compétence. Musique, ce fut un moment douloureux pour lui, mais nécessaire. Les mois suivants, Isaac travailla côte à côte avec M. Thierry, apprenant ce qu'il n'avait jamais appris à l'université. Humilité, patience, respect envers les plus expérimentés. Musique. Il cessa d'être l'ingénieur arrogant, qui avait besoin de prouver sa supériorité, et devint un collaborateur sincère. Anna remarqua le changement graduel, la façon dont il écoutait plus et parlait moins, comment il demandait des avis au lieu de donner des ordres, comment il traitait les employés femmes avec le même respect que les hommes. La relation entre Anna et Isaac évolua vers quelque chose d'inattendu, un partenariat de travail solide, basé sur un respect mutuel. Ils formaient un duo efficace, elle avec sa connaissance pratique profonde et son intuition mécanique extraordinaire. Lui avec sa capacité d'organisation et de gestion technique, mais il y avait toujours cette limite claire. Elle était la chef, il était l'employé, et tous deux savaient exactement où chacun se situait. Un samedi matin ensoleillé, Anna organisa le petit déjeuner mensuel, devenu une tradition dans l'entreprise. Tous les employés étaient réunis dans le réfectoire rénové, avec des pains faits maison, des gâteaux, des fruits, musique et du café frais. C'était un moment d'intégration qu'elle avait institué, se souvenant à quel point son oncle Georges valorisait le fait de traiter les employés comme une famille. Anna était au milieu d'une anecdote amusante sur un camion qu'elle avait réparé la semaine précédente, quand Isaac demanda la parole. Il se leva, tenant un objet enveloppé dans du papier kraft, et marcha jusqu'à Anna. Le réfectoire devint silencieux, tous curieux. « Anna !» commença Isaac, et sa voix était émue. « Il y a 18 mois, vous m'avez donné quelque chose que je ne méritais pas. Une seconde chance. Vous auriez pu me rendre l'humiliation, vous auriez pu musique me renvoyer et personne ne vous aurait jugé pour cela. Mais vous avez choisi de m'enseigner au lieu de me punir. Vous m'avez montré qu'un véritable leadership ne vient pas des diplômes ou des titres, il vient du caractère et de la dignité. » Il lui tendit l'emballage. « Ceci est un rappel pour moi et pour tous ici. » Anna ouvrit le papier avec soin et trouva une plaque de bois précieux verni, magnifique, travaillée avec soin. Monté au centre de la plaque se trouvait le trousseau de clés Range Rover, ces mêmes clés qu'il avait agitées devant son visage ce jour-là. Les clés qui symbolisaient son arrogance et sa cruauté. Elles étaient maintenant là comme un trophée d'une leçon apprise. Sous les clés, gravées dans le bois avec des lettres élégantes, était écrit « Juger sur les apparences est la plus grande erreur qu'un être humain puisse commettre. Merci de m'avoir appris l'humilité, chef. Isaac Dubois. » Tout l'atelier éclata en applaudissements. Anna sentit les larmes monter, mais c'était de bonnes larmes, de réalisation, de savoir qu'elle avait honoré l'héritage de son oncle. Elle serra brièvement Isaac dans ses bras, une accolade professionnelle, respectueuse, mais sincère. « Merci d'avoir eu le courage de changer », murmura-t-elle. Anna accrocherait cette plaque au mur principal de l'atelier cet après-midi-là. Elle devint l'une des premières choses que toute personne voyait en entrant dans l'espace. Un rappel permanent que le respect et la compétence n'ont ni genre, ni âge, ni apparence. C'était un symbole qu'un changement véritable est possible lorsque les gens ont l'humilité de reconnaître leurs erreurs. Cette nuit-là, après que tous soient partis, Anna resta seule dans l'atelier quelques minutes. Elle regarda la plaque aux musiques mûres, regarda les camions stationnés dans la cour, regarda tout ce qui avait été construit, et elle parla doucement, comme si son oncle pouvait l'entendre. «
J'ai réussi, oncle Georges. Je prends soin de notre famille. Je prouve que tu avais raison. Ma valeur ne dépendait de l'opinion de personne. Merci d'avoir cru en moi. Merci de m'avoir appris que la dignité est la chose la plus importante que l'on puisse avoir. Et vous savez quoi, mes chers amis? L'histoire d'Anna Leclerc a fait le tour de la France entière. Elle est devenue un reportage dans des magazines spécialisés. Elle est devenue un cas d'étude dans les universités. Elle est devenue une inspiration pour des centaines de jeunes femmes qui rêvaient de travailler dans la mécanique mais avaient peur des préjugés. Anna a commencé à donner des conférences dans des lycées techniques, apportant toujours le même message. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable. Prouvez-le par votre travail. Gardez toujours votre dignité et rappelez-vous que le vrai respect se gagne par la compétence et le caractère. L'entreprise de transport Duval Logistique est devenue une référence non seulement en logistique, mais aussi en gestion humaine et en diversité. Et tout cela parce qu'une jeune femme de 24 ans a eu le courage de ne pas baisser la tête quand on a essayé de la rabaisser, a eu la sagesse d'honorer les enseignements de celui qui l'avait aimée, et a eu la générosité d'offrir une seconde chance à celui qui avait été cruel envers elle. Parce qu'au final, mes amis, il ne s'agit pas de prouver que les autres ont tort. Il s'agit de prouver que vous avez raison par votre travail, votre dignité et votre cœur. Et Anna l'a prouvé chaque jour, honorant la mémoire d'un oncle qui l'a aimée comme sa fille et construisant un héritage qui inspirera des générations.